Alors, bon matin tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ouais, cool. Vous avez passé une belle semaine? Ouais, quand même. Vous êtes-vous intéressé un petit peu aux élections américaines hier? Ouais. Pas le choix de s'y intéresser un petit peu, là. Ça touche la planète au complet, tout ça. C'est fameux, tellement un gros pays puissant. Fait que, voilà. On sait à quoi s'attendre pour les 4 prochaines années. Ou on ne sait pas à quoi s'attendre, là. Ça dépend comment on le voit, là. Fait que, quand même, par blague, même si c'est pas notre pays, c'est sûr que ça a un impact sur l'ensemble de la planète, là, y compris sur le Canada. Donc, c'est pas négligeable comme, les conséquences qu'il va avoir. Je ne sais pas que c'est des mauvaises conséquences, je ne suis pas alarmiste, là, mais c'est sûr que ça a un impact sur nous, surtout sur notre économie. Alors, à suivre. Alors, ben, écoutez, aujourd'hui, on va se parler de deux sujets essentiellement. Dans le sujet 6, là, vous l'avez vu dans vos lectures, dans les capsules vidéo, les gros sujets, c'est la déduction pour gain capital, puis les rapports de perte. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, juste avant, vous rappeler que c'est une semaine bien ordinaire. Là, si vous allez voir votre plan de travail, semaine 10. Donc, le travail à faire avant le cours, les lectures, les vidéos, je présume que ça a été fait. Donc, aujourd'hui, on va avoir un problème qui porte uniquement sur la déduction pour gain capital. Les rapports de perte, c'est un autre sujet. Je vais vous montrer quelques petits exemples quand même, c'est pas compliqué. Mais je ne pouvais pas traiter des deux thèmes dans le même problème. Ce n'était pas vraiment réaliste. Ça va être un problème sur la déduction pour gain capital aujourd'hui. Il y a un problème, pas de problème, mais des petits questionnaires à faire d'ici dimanche soir et les problèmes à résoudre après le cours. Voilà. Donc, rien. C'est standard pour ça. OK, je vais aller vous montrer le sujet 6 avant de commencer, avant de vous soumettre le problème. Ici. Donc, je vous disais hein, qu'à chaque début de sujet, je montre toujours une image de la déclaration de revenus parce qu'on étudie, nous, chacune des composantes de déclaration de revenus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais les lignes se déplacent. C'est normal. Donc, ici, on avait une partie bleue qui est le calcul du revenu. D'accord? Depuis le début, on est toujours dans cette partie-là. Je vous rappelle, le sujet 2, c'était l'assujettissement, là, les résidents, les non-résidents, comment on impose des résidents canadiens, comment on impose des non-résidents. Ensuite, le sujet 4, c'était le calcul du revenu d'emploi. Le sujet 5 de la semaine passée, c'était les revenus d'autres sources et les déductions. Donc, rappelez-vous, les revenus d'autres sources. Donc, les revenus qui proviennent de fonds de pension d'employeurs, tout ce qu'on a vu la semaine passée, là, des gens qui encaissent des pensions alimentaires imposables et les déductions, qui sont un peu le contraire. Frais de garde payé, pension alimentaire payée si c'est pour ton ex, frais de déménagement, et ainsi de suite. Donc, voilà. Les autres choses qui ne sont pas cochées, c'est parce on va les voir en fiscalité 2. Le revenu d'entreprise, le revenu bien, les gains capital, c'est du fiscalité 2, qui s'appelle d'ailleurs fiscalité des entreprises et des investisseurs. Donc, on se réserve les sujets qui touchent ce genre de contribuable-là pour fiscalité 2. Donc, ça nous amène à la partie verte. La fameuse partie verte, donc je vous rappelle qu'il y a trois parties. Il y a la rose ensuite. On n'en parle pas souvent de la partie verte, le calcul du revenu imposable. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, honnêtement. Là. Donc, il va y avoir deux. Puis vraiment, j'attire votre attention sur deux déductions qui vont se placer ici. Je vais aller vous les montrer dans la table des matières. Je l'ai vendu la mèche tout à l'heure. Là. Donc, ici, là, la déduction pour gain capital, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et les rapports de pertes aussi. D'accord? Donc, les pertes au compte capital, les pertes en capital net, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais aller vous parler tout de suite de la déduction pour gain capital. Donc, on va à la toute fin du sujet parce que le problème porte là-dessus. 0,5 ici. Je prends 0,5, la page 258 de votre volume. On a le calcul ici. OK. En gros, la déduction pour gain capital, ce que c'est une mesure qui est annoncée pour le gouvernement, une mesure qui est comme une promesse que le gouvernement fait aux entrepreneurs. Et la promesse du gouvernement qui est faite aux entrepreneurs, c'est
quand tu vas revendre ton entreprise, l'entreprise dans laquelle tu as investi, dans laquelle tu as opéré pendant plusieurs années, quand tu vas la vendre, cette entreprise-là, nous, notre engagement, c'est d'exonérer le gain capital que tu vas faire. Puis la promesse, pourquoi on l'a fait, c'est parce qu'on veut faire rouler l'économie. On veut encourager les entrepreneurs canadiens. On veut que les gens se lancent dans des projets commerciaux. On ne veut pas que tout le monde soit employé de l'État. Puis tout ça, c'est bon pour une économie qui a des compagnies canadiennes, que des gens qui se lancent en affaires. Donc, la récompense du gouvernement, c'est annoncé d'avance à n'importe qui opère une entreprise. C'est la journée que tu vas vendre tes actions, que tu vas vendre ta compagnie. OK? Le premier million de profit que tu vas faire, il va être non imposable. Ça s'appelle la déduction pour gain capital ou dans le jargon des fiscalistes, l'exemption de gain capital. Honnêtement, tout le monde dans le monde des affaires connaît ça. Si un jour vous partez en affaires, gardez ça en tête, votre comptable va vous en parler parce que c'est connu, puis c'est la principale mesure c'est comme un incontournable quand on est en affaires, là, de vouloir aller chercher cette fameuse exemption-là, cette exemption-là d'1 million, à peu près, là, quand on va vendre nos actions. Donc, moi, personnellement, dans ma vie, je n'ai pas de remords, mais je n'aurai jamais le droit à ça parce que moi, je ne suis pas en affaires. J'ai fait le choix pépère d'être employé. Fait que moi, je n'ai pas de compagnie, je ne vendrai jamais d'actions. Je n'aurai jamais d'exemption. Je ne serai jamais exempté sur 1 million de profits. Mais je regarde des gens qui ont fait des choix différents. Je suis bien content pour eux. Donc, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui dans le travail. C'est un problème. C'est un gars qui s'appelle Louis Gauthier. Il est justement actionnaire d'une compagnie. Il se rappelle que vous lui avez dit il y a quelques années que lorsqu'il vendra les actions de sa compagnie, le gain capital qu'il va faire en vendant ses actions, ça va être admissible à une fameuse exemption d'1 million. Fait que là, il vient vous revoir aujourd'hui parce que ça donne qu'il va vendre ses actions. Il s'apprête à vendre ses actions à profit. Puis il a gardé en tête que vous lui avez dit cette promesse-là du gouvernement pour lui, là, que il serait admissible à une exemption. D'accord? Il y a des conditions. On va y passer beaucoup de temps pour avoir droit à cette fameuse exemption-là. Ça, c'est le montant vraiment là, de la formule qu'il faut résoudre pour arriver à notre montant d'exemption. D'accord? Ça s'appelle la DGC, la déduction du gain capital. C'est le moins de deux chiffres. 1, 2. D'accord? Je ne les lis pas toutes avec vous, mais je vais juste vous montrer que toutes ces expressions-là sont définies dans les pages qui suivent. Donc, première expression qu'on va utiliser, on va vous parler d'actions admissibles de petites entreprises. Donc, il faut aller vérifier que les actions qui sont vendues se qualifient. Je vais aller vous montrer ça dans 2 petites minutes. Alors, on va vous parler ensuite de PDTPE subi dans les années PDTPE, oui, subi dans les années antérieures. On va vous parler de pertes nettes cumulatives sur placement et on va vous parler de montant disponible à vie. D'accord? Donc, allez voir les pages suivantes. Toutes les définitions sont là. Donc, montant disponible à vie, c'est le fameux million dont je vous parlais. D'accord? Donc, la DGC, précisément, c'est un montant de 1 16 836. C'est indexé à chaque année. C'est pas. En gros, c'est 1 million. Là, si on veut faire ça, si on veut résumer ça, c'est la plus simple expression. Techniquement, c'est 1 16 836. Puis l'année prochaine, ça va être un petit peu indexé. Ça augmente un petit peu chaque année. Ouais, voilà. Donc, 1 16 de fois 50 parce que le gain capital, il est imposable seulement à 50 donc, l'exemption aussi, on la multiplie par 50 j'attire votre attention que c'est un montant à vie. Donc, ce n'est pas par année, c'est à vie. Donc, si un jour tu vends des actions, tu fais un gain capital, admettons, de 700 000, puis tu prends 700 000 de ton exemption à vie, bien, il va t'en rester un petit peu, 300 000, si, dans le cas que tu vendes encore des actions d'entreprise plus tard, mais on comprend que ce montant-là ne se régénérera pas, que tu l'as utilisé, que tu l'as utilisé. Tu peux l'utiliser en 2, 3 coups si tu veux. On fait tout le temps un suivi de ton montant à vie. Il faut vraiment avoir vendu des actions admissibles de petites entreprises. Techniquement, on l'offre aussi aux gens, aux agriculteurs puis aux gens, les pêcheurs, là, mais c'est vraiment on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est très rare. Ben, mais, parce qu'on parle tout le temps des gens qui vendent des actions. Mais sachez que si vous êtes un agriculteur, vous avez une ferme, puis vous vendez vos actifs de ferme, ça aussi, souvent, on fait des bons profits quand on est un fermier, puis on vend nos actifs de ferme, des quotas, entre autres. Il y a la même exemption qui est disponible pour des gens qui vendent des biens agricoles. Si vous étiez un pêcheur puis vous vendiez tout votre stock de pêche à la retraite, ça serait le même principe. Mais nous, on va se concentrer sur les actions. Actions admissibles de petites entreprises. Donc, pour avoir droit à l'exemption, il faut que les actions que l'on vende
Répondre à 4 conditions. 1, 2, 3, 4. Vous allez devoir vérifier ça aujourd'hui. Ensuite, on vous parle de PDTPE subi dans les années passées. Vous irez lire ça. On vous parle d'un concept de perte tête cumulative sur placement. Ça aussi, ça rentre dans nos calculs. Vous irez lire ça comme il faut. Donc, voilà, je me replace ici. C'est la formule que vous allez devoir résoudre aujourd'hui. Je rappelle que les 4 termes que j'ai mis en jaune, c'est des termes qui sont définis un petit peu plus loin. Donc, je vais vous montrer le problème d'aujourd'hui de justement notre Louis Gauthier qui a vendu des actions de sa compagnie puis qui vient vous voir pour que vous calculiez le montant de déduction pour gain capital auquel il va avoir droit. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, vous allez le voir dans votre menu document. Le travail, il est là. Indice. OK. Alors, Louis Gauthier et son épouse ont, durant toute leur vie, sont actionnaires d'une compagnie depuis 2000. Là, donc, ça fait plus de 25 ans qu'ils opèrent un magasin qui vend du linge. Euh, le magasin s'appelle Polyplus Incorporé, mais ils sont vraiment actionnaires, là, lui et sa femme, 50-50 dans cette compagnie-là. Récemment, un concurrent ou un acheteur est venu voir les deux propriétaires d'actions, Louis et sa femme, et l'acheteur a proposé un montant d'argent intéressant pour acheter les actions. On a ça dans les documents qui suivent. Je l'ai ici, 800 000. Donc, le couple a accepté de vendre l'ensemble de leurs actions pour 800 000. Donc, on comprend que Louis a vendu sa part pour 400 000. Même chose pour son épouse. Euh, donc, c'est ce qui va se passer. Donc, on vous demande de calculer le montant de déduction pour gain capital, donc la formule que je viens de vous montrer tout à l'heure, que Louis Gauthier va avoir le droit de réclamer dans sa déclaration de revenus. Donc, on se concentre seulement sur Louis Gauthier. On ne fait pas le rapport d'impôt de sa femme. Ça va être les mêmes calculs de toute façon. Inutile de le faire 2 fois. Donc, nous, on fait juste faire le rapport d'impôt de Louis Gauthier, puis on va répondre à sa demande qui est de vérifier le montant de déduction pour gain capital auquel il n'aura droit. Si vous allez voir les annexes, c'est un vrai contrat d'offre d'achat d'actions, une promesse. Là. Donc, ça ressemble à ça, un contrat juridique d'offre d'action, qu'on reçoit quand un acheteur veut acheter nos actions. C'est très légal, mais je l'ai gardé réaliste le plus possible, mais j'ai enlevé bien des mots, là. Mais bref, regardez ici, en gros, là. Acheteur, vendeur, bien transigé, c'est les actions, les 500 actions. La contrepartie, c'est 800 000 $. La transaction va avoir lieu en date du 31 décembre. Donc, il faut aller vérifier toutes nos conditions en date du 31 décembre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ici, regardez, ici, on a un bilan de la compagnie détenue par Louis et sa conjointe, Polyplus. C'est cette compagnie-là qui est vendue. Donc, vous voyez les actifs. Si on se concentre pour l'année 2000X, là, votre année 2000 courante, là, vous avez 530 000 d'actifs, passifs, capitaux propres. Vous avez quelques notes sur les immobilisations, comme on retrouve dans des états financiers. Puis ici, on vous donne de l'information sur la juste valeur marchande des actifs détenus dans la compagnie. Donc, cette compagnie-là, ici, vous voyez ici, sa liste d'actifs, on a 530 000 d'actifs au bilan. Mais ça, ce n'est pas la juste valeur marchande. Je vous rappelle que quand tu demandes à un comptable de te sortir la liste des actifs détenus par une compagnie, ça s'appelle un bilan dans un langage comptable, quand tu te fais sortir un bilan, les données sont au coût historique. Rappelez-vous que les comptables dressent les bilans au coût historique. Il n'y a pas un comptable qui fait des états financiers à la juste valeur marchande. C'est normal. Donc, ça, ce n'est pas les valeurs marchandes de chacun des actifs. C'est vraiment les coûts d'origine. Cependant, je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans vos lectures, je vais vous le montrer dans 2 petites minutes, mais il faut que vous vérifiez, les tests qu'il faut que vous fassiez portent sur la juste valeur marchande des actifs de la société, et non pas sur les coûts. Donc, ces données-là, ces valeurs-là, qui sont des coûts d'origine, ne sont pas utiles pour votre analyse. Donc, vous allez devoir connaître la valeur marchande de chacun des postes d'actifs, et ça, c'est dicté dans le contrat. Ici, juste à la page précédente, l'acheteur qui vous fait cette offre d'achat-là vous dit, lui,
quelle valeur marchande il accorde à chacun des actifs. Donc, il va falloir, en premier lieu, faire attention à ça, bien aller établir vos justes valeurs marchandes pour ensuite faire votre analyse sur la valeur marchande des actifs, je le répète, et non pas sur les coûts d'origine. Donc, voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut là-dedans pour répondre à la question. On va la scinder en deux, d'accord? Donc, je termine avec ça, là, je vous laisse aller ensuite. Je vous remonte encore une fois votre volume. Donc, dans le fond, il faut résoudre tout ça, 1 et 2. Il faut trouver les deux chiffres. Euh, Ce qui va demander beaucoup d'analyse, puis on va passer toute la première partie du cas uniquement là-dessus. C'est la fameuse définition de AAPE ici. Donc, il faut que, ici, là, ouais, les actions qui ont été vendues par Louis, il faut être sûr que ces actions-là se qualifient d'actions admissibles de petite entreprise. Ça, il y a 4 conditions à vérifier. C'est par ça, puis là-dessus qu'on va commencer. Je vais laisser mon image ici. D'accord? Donc, la première chose à vérifier, c'est dans le cas de Louis, c'est si ces 4 conditions-là sont rencontrées. D'accord? Je vous les laisse les lire par vous-même, mais checkez juste pour le fun la dernière condition. OK? La journée de la disposition des actions, c'est le 31 décembre 2000X, il faut que 90 ou plus de la JVM des actifs, pas le coût, la JVM des actifs détenus par la société, ait été utilisée activement au Canada. Donc, ça, c'est un des critères que le gouvernement a mis en place. Le gouvernement, pour allouer la fameuse exemption, il veut être sûr que la compagnie qui est vendue, ce soit une compagnie opérante, une compagnie qui est active, qui fait rouler l'économie. Donc, dit autrement, qui n'est pas pleine de placements. On ne donnera pas l'exemption du gain capital à un actionnaire qui vendrait une compagnie pleine de placements. Parce que ça ne fait pas rouler l'économie, une compagnie pleine de placements. Ça n'engage pas d'employés, ça ne fait pas d'achat, ça ne fait pas de vente, c'est nul. Ça ne paye pas de taxes particulières. Donc, on veut être sûr que cette compagnie-là, elle est active. Donc, pour être sûr de ça, on va aller scruter le bilan de la compagnie. On va aller scruter le bilan de la compagnie, on va aller voir tous ses actifs, puis on veut que 90 ou plus des actifs, ce soient des actifs réellement utilisés dans une entreprise. Donc, en d'autres mots, il y a une marge de tolérance pour des placements, mais pas beaucoup, 10 On accepte 10 au niveau de la juste valeur marchande d'espace dans l'actif qui soit des placements, mais pas plus. Parce que sinon, votre condition numéro 4 ne sera pas remplie. Allez, j'en dis pas plus. On a ces 4 conditions-là à vérifier pour commencer. Donc, je vous laisse aller. N'hésitez pas si y a des questions. Ça va me faire plaisir de vous aider. Bon travail, tout le monde. OK, on va regarder la solution. Cette première partie de solution-là. Pendant la pause, je vais laisser afficher le fichier Excel solution là, que je viens de vous montrer tout à l'heure. Si vous voulez valider chacune de vos lignes, si vous devez rater une ligne ou deux, ce n'est pas dramatique. Là, je veux juste que vous ne perdiez pas la vue d'ensemble du problème. Ce n'est pas juste de vérifier les JVM pour chacun des éléments d'actifs, qui n'est pas juste ça qui est important, bien sûr. Là. C'est ce qu'on vient de faire, mais il y a d'autres choses aussi. Alors, donc, je vous rappelle que pour Louis, il a vendu des actions. Puis, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il va être admissible à la fameuse exonération qu'on lui a promis
Puis pour que la réponse soit positive, il faut que les actions qu'il a vendues, Louis, cette année, satisfassent à ces 4 conditions-là. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous êtes attardé aux questions. Vous êtes attardé un petit peu aussi à la 1 puis à la 2, là, qui sont assez faciles. Il faut le faire, mais bien sûr. Donc, 1, il faut que les actions vendues par Louis, ce soit des actions d'une SPCC. Vous avez la définition ici. Donc, une société privée contrôlée par un Canadien. Société privée veut dire que c'est le contraire d'une société publique. Une société, c'est soit privé, soit public. C'est public si les actions sont en bourse. Donc, clairement, la compagnie détenue par Louis et sa femme, ce n'est pas public, c'est privé. Puis c'est contrôlé par les Canadiens. 100% des actions appartiennent à 2 Canadiens. Donc, on pourrait dire que pour ça, c'est check. Deuxième condition que le gouvernement exige, que tu aies détenu tes actions pendant au moins 2 ans. Donc, Louis, est-ce que ça fait au moins 2 ans qu'il détient les actions de Polyplus? Oui, hein, je pense que ça fait 25 ans. Check. Pour votre information, le gouvernement, avec ce deuxième critère-là, veut vérifier que tu n'es pas un spéculateur. Il faut que tu ailles. La démonstration que tu as les actions pendant au moins 2 ans, ça élimine quelqu'un qui achèterait des actions d'une petite compagnie juste pour la revendre un mois après à profit. Ce n'est pas eux qu'on veut exempter. C'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour opérer son entreprise. On n'exige pas 20 ans de détention, mais au moins 2 ans. Comme ça, on élimine tous les spéculateurs qui achèteraient et qui revendraient un mois après à profit. C'est pas ça, c'est pas eux qu'on va encourager. Good. 4e condition, la plus importante, comme je vous disais, on va aller scruter les actifs de la compagnie qui est vendue par Louis. Vous avez vu un peu la solution, là, pour vérifier que la journée de la disposition des actions. Donc, ce test-là, là, il se fait le 31 décembre 2000X, dans notre cas 2024. Donc, la journée de la vente des actions, on va prendre une photographie des actifs détenus par la compagnie, puis on va aller vérifier que cette condition-là est respectée. Donc, comme je vais vous le montrer à l'autre page, mais la façon, il faut faire dans le fond un ratio. Au dénominateur, c'est la juste valeur marchande de tous les actifs détenus par la compagnie. Au numérateur, c'est parmi ces 915 000, combien sont des actifs nécessaires aux opérations de l'entreprise. Donc, on se croise les doigts pour que ce ratio-là donne plus que 90 %. Donc, ici, on a 94,7 % d'actifs utilisés activement en entreprise. Là, le ratio, vous voyez là. Je vous montre la solution Excel. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Ben, là, donc, comme j'ai fait la même chose que je vous ai conseillé de faire. Donc, je suis allé mettre ici ma première colonne, tous mes actifs au bilan avec les valeurs comptables. 530 000, c'est ce qu'on retrouve au bilan valeur comptable. J'ai une colonne de juste valeur marchande. OK? Donc, puis là, je me fie aux indications que l'acheteur m'a données dans son offre d'achat. Donc, je n'ai pas scruté l'offre d'achat, mais de mémoire, l'acheteur disait que les placements boursiers, leur vraie valeur au marché, c'est 70 % du coût. C'est bon. Fait que, parfait. On va baisser ça à 26 000. Il nous disait que les stocks, j'imagine que les stocks le coûtant, c'est 324 000. L'acheteur, il a dit, je peux-tu voir ta liste de stocks? Là, il est allé voir qu'il y avait un peu de stocks désuets là-dedans. Ils sont encore au livre. C'est correct, là, je ne critique pas. Mais lui, il dit, ça ne vaut pas grand-chose des vieux stocks de même. Fait qu'il a baissé un peu. Lui, selon lui, là, la vraie valeur de stock vendable, tu en as pour 307 000. Parfait. On le met, 307 000. Et tous les autres actifs, il te dit que valeur marchande est la même que le coût d'origine. Comme ça, vous l'avez interprété? Good. Au niveau des IMO maintenant, on a plusieurs IMO détenus par la compagnie. L'acheteur dit que l'amélioration locative a une valeur marchande de 20 000, que le terrain vacant a une valeur marchande de 15 000, puis que l'achalandage a une énorme valeur de 427 000 d'accord? Qu'est-ce que c'est de l'achalandage? Ben, dans le fond, je ne veux pas nécessairement faire un cours là-dessus, puis c'est dur d'évaluer l'achalandage. On est bien content que l'acheteur l'ait évalué à notre place. Mais en gros, c'est tous les facteurs clés de succès d'une entreprise qui sont intangibles. Des fois, il y a des entreprises qui ont beaucoup de valeur dans le sens que quand ils sont en opération ou quand on veut les acheter, ces entreprises-là coûtent très cher, mais pourtant, dans les actifs, il n'y a pas tant de valeur que ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'implicitement, il y a une valeur intrinsèque à cette compagnie-là, peut-être due à sa bonne clientèle,
sa bonne situation, sa bonne situation économique, où est un loyer, ou elle a une place d'affaires avantageuse. C'est plein de choses intangibles qui font qu'une compagnie a de la valeur, mais tu ne le vois pas à nulle part dans le bilan. Ce n'est pas des stocks, ce n'est pas des immos tangibles, c'est quelque chose d'intangible, mais tout le monde reconnaît dans le monde des affaires que ça, il y a une valeur à ça. Facebook doit être bourré d'achalandage, c'est que des saveurs informatiques, puis ça vaut des milliards. Ben, c'est parce que c'est ça de l'achalandage. C'est quelque chose qui est dur à expliquer, mais qui fait que quand tu es propriétaire de cette compagnie-là, tu vas t'enrichir. Je pourrais dire ça comme ça. Ensuite, l'acheteur nous donnait de la JVM pour 3 IMO, précisément. Puis pour les autres IMO, il me disait que la valeur marchande, selon lui, c'est le coût d'origine moins l'amortissement cumulé au 31 décembre 2000X, ça fois 85 %. Donc, je ne vous montre pas le bilan, là, mais je peux vous en montrer. Hein. Donc, admettons, l'équipement ici, j'ai pris 136 000 le coût, j'ai enlevé le 89 000 l'amortissement cumulé, ça fois 85 %. J'ai fait ça pour toutes les autres immobilisations. C'était comme ça que c'était dicté dans l'offre d'achat. Donc, c'est comme ça que j'arrive à ma JVM totale de 915 000. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça, c'est le dénominateur. Puis maintenant, au numérateur, dans le fond, je me suis parti d'une autre colonne, puis je me pose la question, pour chacun de ces actifs-là, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires aux opérations de mon entreprise? Puis, j'ai répondu oui, partout sauf 3. Il y en a 3 qu'avec mon jugement, moi, j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire. Donc, des placements boursiers. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des placements boursiers pour opérer ton entreprise de vente de linge? Assurément que non. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une automobile? L'automobile, ça dépend à quoi ça sert. Si on avait dit l'automobile sert aux livraisons, bien sert au déplacement pour aller faire des achats à Laval, si on prend l'histoire de David Simard, ce serait peut-être différent, mon jugement. Mais là, quand l'actionnaire me dit, ben non, ma compagnie, elle n'a pas besoin d'auto, c'est moi qui prends l'auto, je la donne à ma fille pour aller au cégep, genre d'histoire de même. Parfait, moi, je ne critique pas, mais je vais être honnête, puis je ne la mettrai pas, l'auto, comme un actif nécessaire aux opérations de l'entreprise. Puis un terrain vacant, c'est la même chose. C'est un peu comme un placement. Cette compagnie-là a acheté un terrain en se disant peut-être un jour le revendre à profit, mais elle n'avait aucunement l'intention de l'utiliser pour son entreprise, donc je vais aussi le disqualifier. Donc, peut-être juste des petits commentaires. Je vais faire des petits commentaires parce que dans la vraie vie, on les fait, ces analyses-là, quand on est fiscaliste. L'enquête, je l'ai qualifiée au complet, mais des fois, on pourrait être un peu critique. Est-ce que si une compagnie avait une immense encaisse, là, très, très grosse encaisse, puis que, dans le fond, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant d'encaisses pour opérer ton entreprise? Si les clients me disent, oh, oui, moi, là, c'est mon fonds de roulement, j'en ai besoin de cette encaisse-là, ça rentre, ça sort. Toute entreprise a besoin d'un fonds de roulement, pas de problème, on va la qualifier. Mais si quelqu'un me disait, moi, j'ai besoin de 50 000 de fonds de roulement, puis qu'on trouvait 250 000 dans la caisse, j'en disqualifierais une partie peut-être. Je pourrais peut-être dire qu'il y a un 200 000 qui n'est pas nécessaire pour l'entreprise, puis j'accepterais un 50 000 dans la caisse qui est un fonds de roulement normal. C'est le genre d'analyse qu'on pourrait faire. Les débiteurs, c'est des comptes à recevoir, vous le savez. Des impôts à recevoir, c'est que c'est le gouvernement qui me doit de l'argent. Des stocks, évidemment, on en a besoin. Des acomptes provisionnels, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est de l'argent qu'une compagnie a envoyé d'avance au gouvernement pour payer ses impôts d'avance. On n'a pas le choix de faire ça. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'envoie 6 500 au gouvernement d'avance, mais mon impôt est comme déjà payé d'avance. Prépayé d'avance, même chose. Il y a plusieurs fournisseurs que je dois payer d'avance. Je suis obligé. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, puis pour les autres mots, je pense que votre jugement est aussi bon que le mien. Des questions sur cette solution-là? Je vais la laisser afficher pendant l'écran, pendant la pause, pardon. Donc, voilà, 94,7. Donc, dit autrement, une autre façon de le dire, c'est qu'on n'a pas trop d'actifs, un peu. Des actifs excédentaires, là, on en a pour 5 du bilan. Mes fameux 3 actifs qui étaient en rouge, là, mes fameux placements boursiers, terrain vacant, puis l'auto, ces 3 actifs-là, là, ils pèsent 5 dans le bilan à la juste valeur marchande. C'est correct. Il n'y aurait pas fallu plus.
OK, le dernier critère que vous n'avez pas vérifié, le numéro 3, qu'est-ce que vous remarquez de différent dans ce troisième critère-là? On va en parler un petit peu avant d'aller à la pause. Je ne pouvais pas vraiment vous le laisser, je ne voulais pas vous le faire calculer vraiment, là, mais vous allez comprendre pourquoi. Tout au long des 2 ans précédant la date de disposition des actions, plus de 50 de la juste valeur marchande des actions données est utilisée activement au Canada. Donc, ça ressemble au test numéro 4, mais le ratio il est moins exigeant. Première différence, ce n'est pas 90 qu'on exige, c'est 50. Puis c'est quoi l'autre différence entre les deux tests? Je ne sais pas si vous la voyez. C'est pendant 2 ans. Le moment où tu fais ton test, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, tu fais ton test sur une journée. Tu prends une photo au 31 décembre 2000X, ce qu'on a fait avec notre bilan, puis on vérifie si notre ratio de 90 est respecté. Ça ici, ce n'est pas une journée, c'est 2 ans. Il faut qu'en tout temps, pendant 2 ans, tu respectes le ratio de 50. Donc, si on image ça, comment on ferait pour vérifier ça dans la vraie vie? Question qu'on peut se poser. Je suis capable de machine? Voilà. Regardez, je fais une ligne de temps ici. On avait ici notre 31. Ben, je peux lancer ici peut-être. Là. Ça, c'était notre fameux 31 décembre 2000X. C'est là-dessus que vous venez de faire votre test. On aurait aussi un 31 décembre 2000W, l'année d'avant. Puis on aurait aussi ici un 31 décembre 2020. Donc, en tout temps, là, ça veut dire tout ça. Pendant toute cette période-là de 2 ans, du 31 décembre 2000X jusqu'aux 2 ans précédents, jusqu'au 31 décembre 2020, 2 ans plus tard, avant, en tout temps, il faut que le ratio du 50 soit respecté. Comment tu ferais pour vérifier ça? On jase, là. Pratico-pratique, comment on pourrait vérifier ça d'après vous? Il y a des gens qui m'ont déjà dit, ben, prends tes bilans. Dans ton énoncé, tu as ton bilan ici, tu as ton bilan ici, puis tu as ton bilan ici. Teste ces 3 bilans-là. OK, une première piste de solution. La condition numéro 4, là, ici, là, c'était facile. On testait une journée. Une journée, la journée de la disposition. Ici, il faut tester 730 jours. 365 jours plus 365 jours. Donc, pendant 730 jours, je dois m'assurer que le ratio de 50 est satisfait. Pensez-vous vraiment que je vais demander 730 bilans à tous les jours et que je vais tous les tester? Non. Ce serait la façon béton pour être sûr, ça serait ça, tester 730 jours, mais je ne ferai jamais ça dans la vraie vie. Donc, il faut comme trouver un compromis. Il faut comme trouver pratico-pratique dans la vraie vie une façon de s'assurer que cette condition-là soit respectée avec assez de solidité, avec assez de confiance, mais sans tester 730 jours. À ceux qui me disaient, ben, vérifie donc ces 2 bilans-là, je répondrais, OK, mais j'ai vérifié 3 jours si je fais ça. Une journée, 2 jours, 3 jours. J'ai vérifié 3 jours sur 730. Ce n'est pas très concluant. Ce n'est pas parce que c'est beau ici, c'est beau ici, c'est beau ici, que ça va être beau sur les 728 autres jours. Mais quand même une piste de réponse. Peut-être tester une coupe de journée là-dedans. Le truc en pratique, ça va être de tester des journées importantes, des journées qui sont risquées. Ben là, je débat. C'est pas important pour le cours. Là. On jase, là. Je ne testerai jamais là-dessus. Le deuxième, la condition qu'on est en train de discuter, là, à l'examen, il ne l'aura pas parce que c'est impossible de vous faire calculer ça. La 3, là, ce qu'on est en train de discuter, ne peut pas vous faire questionner ça. Mais on jase. Je vous dis quand même qu'on est fiscaliste. On va vérifier une série de jours là-dedans, mais on va choisir les journées qui sont les plus risquées. C'est ça l'idée. C'est de trouver des journées où il y a le plus de chances que le ratio échoue, ne respecte pas le critère. Comme ça, si tu vérifies les journées les plus risquées,
puis que le ratio passe, qu'est-ce que tu peux conclure pour les autres journées que tu n'as pas testées? Bien, que le ratio va passer aussi parce que tu as volontairement choisi les journées les plus risquées. Dit autrement, si je faisais le contraire, si j'allais tester des journées faciles, c'est pas concluant. Je me cache la tête dans le sable en disant je ne veux pas voir les journées qui sont dangereuses. C'est le contraire. Trouve tes journées dangereuses, teste-les, puis si ça passe, tu peux être confiant que le reste de ton 2 ans, ça va passer aussi. Ce serait quoi dans notre situation une journée dangereuse? Quels postes ici sont très, très importants à surveiller? J'en ai 3, dans le fond. Dans le fond, ça, puis ça. Mes 3 actifs impurs, là, c'est eux qu'il faut que je surveille. Là, en ce moment, ça faisait pas mal parce que leur juste valeur marchande au 31 décembre n'était pas très élevé. Un petit 26 000, c'était pas grand-chose. Rappelez-vous qu'en enlevant ça, là, je me suis ramassé avec un 5-6 d'actifs impurs. C'était rien. Mais est-ce que c'était pas nécessairement ça en tout temps dans les 2 dernières années? Ce serait quoi une journée dangereuse, par exemple, au niveau du placement? Ce serait une journée où le placement valait cher ou valait pas cher? Valait cher. Donc, premièrement, trouver dans les 2 dernières années la journée où le placement a atteint son sommet de juste valeur marchande. Vous voyez avec le courtier, s'il faut, ça, allez tester cette journée-là. S'il fallait que cette valeur marchande-là augmente dans une des journées des 2 dernières années, ça pourrait nous avoir fait basculer notre ratio. Même chose pour la voiture, le terrain, là, quoique ces valeurs marchandes-là, ils changent moins. Fait que ça serait ça en pratico-pratique. J'irais vérifier des journées où mes actifs impurs sont très, très élevés. J'irai vérifier ces journées-là. Puis, je pourrais aussi faire le contraire. Je pourrais aller vérifier une journée dangereuse. Ça pourrait aussi être une journée où mon actif admissible est bas. C'est le contraire. C'est soit un actif admissible élevé comme un placement, ou le contraire. Ce qui serait dangereux, ce serait une journée où mes actifs admissibles sont faibles. C'est quoi l'actif qui a le plus de poids dans mon analyse ici, là? C'est pas les frais payés d'avance. Moi, ce n'est pas vérifier les frais payés d'avance. Ça n'a pas de poids dans mon bilan. C'est quoi le poste qui est le plus lourd en juste valeur marchande? Le stock. Ça serait quoi une journée dangereuse au niveau du stock? Ce serait une journée où il y a très peu de stock. Si une journée, le stock est bas, tes actifs admissibles, là, ton numérateur, il va être bas. C'est quoi les journées où les stocks sont bas? Demande à ton client, il va te le dire. Il va te dire, viens après le Boxing Day. Viens tester le 27, 28, 29 décembre. Tout le monde est venu au Boxing Day, il n'y a plus rien à vendre dans le magasin. Viens tester ça. Il va me dire, après la rentrée scolaire, je vais demander au client, c'est lui qui connaît sa business. Il va dire, la rentrée de septembre, là, tout le monde vient acheter du linge, viens tester début octobre. Les stocks sont bas en tabarouette. Il va me le dire, il va me guider. Donc, c'est ça que je fais. Donc, en conclusion, comme je vous disais, j'irai tester des journées dangereuses. Donc, j'irai vérifier la juste valeur marchande de mes placements. Je vérifierai mes stocks pour être sûr d'aller cibler des périodes qui sont très dangereuses et j'irai les tester. Voilà. En pratique, c'est comme ça qu'on trouve un compromis pour vérifier le fameux critère des 2 ans sans avoir à tester toutes les jours. Je répète, vous n'aurez pas ça à faire. Dans notre cas, je termine avec ça, je laisse aller à la pause. Dans notre cas, la condition ici, elle est rencontrée. Il y aurait différentes façons de l'expliquer. On n'a pas fait d'analyse, mais j'ai laissé traîner quelques indices dans le cas. Entre autres, ici, regardez, on dit. Donc là, en ce moment, ça ici, c'est l'acheteur qui vous parle. L'acheteur, il vous dit voici les justes valeurs marchandes de tes actifs en date du 31 décembre 2024. Puis il te dit ensuite, ces justes valeurs marchandes, déterminées au 31 décembre 2024, reflètent aussi de façon raisonnable la juste valeur marchande des éléments d'actifs, et ce pour la période du 31 décembre 2020
au 31 décembre 2010. Donc, en d'autres mots, l'acheteur, il me dit, les valeurs marchandes que je viens de te donner pour le 31 décembre 2024, c'est à peu près les mêmes en tout temps dans les 2 dernières années précédentes. Donc, avec cet indice-là, on dirait bien qu'on va être à 94% pas mal tout le temps dans les 2 ans qui précèdent la vente. Donc, sur cette base-là, je conclus que mon troisième test est aussi satisfait. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop mélangé, mais je voulais quand même vous dire en pratique comment on fait ce genre d'analyse-là. C'est le travail d'un fiscaliste. Hein. Ceux qui se demandent ce que ça fait un fiscaliste dans la vie, c'est pas mal ça que ça fait. Accompagner des entrepreneurs, vérifier des critères, les guider là-dedans. Donc, puis il y a les textes de loi où les critères, c'est une chose, mais dans la vraie vie, en pratique, comment tu testes ça? Donc, c'est vraiment le pain et le beurre pour ceux qui se demandent là, de ce que ça fait dans la vie un fiscaliste. Voilà, on prend la pause. Merci de votre attention. Une quinzaine de minutes. On va terminer notre problème là, tout à l'heure. OK, on va regarder la solution ensemble. Le fichier solution est apparu dans le portail de cours pour votre information. Donc, si vous êtes ceux qui voudraient le consulter, euh, donc, je viens de faire apparaître le fichier Excel avec la solution complète. Ceux qui s'intéressent. On va le regarder ensemble. Donc, la DGC, pour Louis, c'est le moindre de 2 chiffres. Les 2 chiffres, vous les voyez là. Le plus petit entre les deux, ça va donner 158 000. Donc, la réponse finale, la bonne réponse à donner à Louis, c'est tu vas avoir droit à une déduction, une DGC de 158 418. Si on regarde ça de plus proche, regardez à droite la déclaration. Ça, c'était pas la. Je vais vous montrer ça en détail, mais surtout ici, là, regardez ça, c'est comme un extrait de sa déclaration de revenus. D'accord? Parce qu'il faut bien voir que c'est quoi l'impact dans la déclaration de revenus de Louis. Peut-être qu'il a du revenu d'emploi à rajouter à tout ça. Je ne dis pas qu'elle est finale, la déclaration. Mais minimalement, on va retrouver dans le calcul de son revenu pour Louis son gain capital imposable sur sa vente d'actions. D'accord? Donc, il a vendu les actions 400 000, ils avaient payé 5 200 quelque chose, un gain fois 50 là, je vais vous le montrer dans 2 petites minutes. Donc, en tout cas, il va avoir minimalement ça à déclarer dans son revenu fiscal. Puis, comme promis, le gouvernement va l'alléger en lui donnant une DGC à peu près équivalente. Pas tout à fait, on va voir pourquoi. Donc, il va rester un revenu imposable comme pas trop gros, de 38 000, mais ce n'est pas zéro quand même. On remarque que ce n'est pas 197 000 l'exemption qui annule totalement le gain puis qui amènerait le revenu imposable à zéro. Ce n'est pas tout à fait ça. On va voir pourquoi. Donc, je vais aller vous le montrer avec vous. Je vais commencer par le deuxième calcul parce que c'est le plus facile. Je commence par ça. Stratégiquement, là, je vais commencer par ce qui est le plus facile. Donc, Donc, c'est dans votre volume, cette formule-là, puis on l'a vu tout à l'heure. Montant disponible à vie, 1,16 million, moins, il faut enlever ce qui a déjà été utilisé dans les années passées. Donc là, ici, dans votre énoncé, vous avez un historique de tout ce qui s'est pas. C'est vraiment un annexe du rapport d'impôt de Louis Gauthier. Puis c'est son historique au niveau de la déduction pour gain capital. On remarque ici dans la colonne de gauche, tout sur l'historique de tous les gains capital imposables qu'il a déclarés qui étaient admissibles à la DGC. Il y en a un en 2001. À droite, la dernière colonne, toutes les DGC qu'il a réclamées dans les années antérieures. On remarque qu'il a utilisé 350 000 de DGC en 2001. Donc, à ceux qui se demandent ici, à ceux qui se disent comment on fait pour savoir le montant qu'il a déjà utilisé, bien, ça provient de cette annexe-là. D'accord? Il a déjà utilisé 350 000 en 2001. Moi, je cherche le montant sur une base de 100 parce que moi, je vais le fractionner à la toute fin. Mon 1 million, là, ce n'est pas un montant fractionné, c'est un montant sur une base de 100 Donc, pour être cohérent, il faut que je retranche qu'est-ce qu'il a utilisé dans les années passées, mais sur une base de 100 Donc, 350 000, ça, c'est un montant fractionné. Regardez l'expression ici, le titre, ici en haut, gain capital imposable.
Gain en capital imposable, ça veut dire que c'est un chiffre fractionné, ça. Déduction pour gain capital, c'est ce qu'on calcule en ce moment aussi. C'est un montant fractionné. Donc, en d'autres mots, le 350 000 de DGC qu'il a pris dans le passé, c'est fractionné, ce montant-là. Fractionné par le taux d'inclusion en vigueur en 2001. On va en parler des différents taux, des différents taux, mais on a un historique dans votre volume. Euh, ok, parti. Il est où mon historique? Ah, ici, je vais en reparler un petit peu tantôt au niveau des pertes de ça. Là. Je ne lis pas au complet avec vous, parce que je veux faire des petits commentaires là-dessus. Mais en gros, là, ceux qui se demandent, c'était quoi le taux d'inclusion pour Louis Gauthier? Là? En 2001, lorsqu'il a fait un gain et qu'il a pris de la DGC, c'était 50 le taux d'inclusion du gain, parce que depuis 2000, c'est 50 Mais si ça avait été dans les années 90, ça aurait peut-être été différent. Ce n'est pas le cas. Donc, sachant ça, je sais que le 350 000, c'est un montant qui a été fractionné par 50 Donc, si je veux le défractionner pour le ramener sur une base de 100 c'est une règle de 3. On va arriver, donc, euh, en faisant une règle de 3, je trouve qu'avant fractionnement, il y avait une valeur de 700 000. Donc, 1 million moins le 700 000 déjà pris, il en reste pas mal moins, fois 50 158 000. C'est mon premier chiffre. Des questions pour ça? N'hésitez pas. Deuxième chiffre, deuxième formule. Donc, c'est le gain capital imposable qu'il a fait en vendant ses actions, moins le cumul de toutes les PDTPE qu'il a déduit, moins le solde de ses PNCP à la fin, au 31 décembre 2000X. Ça donne une réponse de 193. Si on regarde chacun de ces éléments-là, donc, premièrement, il faut trouver le gain en capital que Louis a fait en vendant ses actions. Donc, je vous rappelle il vient de vendre ses actions pour 400 000. Lui et sa femme ont vendu pour 800 000. Donc, ils ont encaissé 800 000. Donc, Louis a encaissé 400 000. Deuxième information que j'ai besoin de savoir, Louis, il les a payés combien, ces actions-là, qu'il vient de vendre cette année? Ça, on avait des indices dans le cas. D'accord? Je vous le montre. Ici, là, quand on vous dit, Louis et son épouse ont travaillé dans la société, en 2000, ils ont souscrit aux 500 actions ordinaires de la société Polyplus. Ça veut dire que Louis, la façon qu'il a acquis ces actions-là, c'est par une souscription d'actions. Donc, en 2000, Louis et sa femme ont donné de l'argent à la compagnie en retour d'une émission d'actions. Et pour savoir combien il a donné d'argent à la compagnie lors de l'émission d'actions, il faut aller voir l'avoir des actionnaires. Vous avez ça. Donc, si vous allez voir dans vos annexes, l'avoir des actionnaires ici, donc le bilan passif, avoir des actionnaires, capital action, note 2, que ça dit note 2? Ici, 500 actions ordinaires, 10 500. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la compagnie a encaissé 10 500 en 2000 lorsqu'elle a émis 500 actions ordinaires. Donc, dit en d'autres mots, Louis et sa femme ont donné 10 500 pour obtenir ces actions. Donc, si je cherche juste la part de Louis, c'est la moitié, 5 250. Donc, je peux conclure que Louis a payé ces actions-là 5 250 au moment de l'émission en 2000. Donc, c'est comme ça qu'on trouve notre gain capital fois 50 notre fameux 197 qui est ici. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce calcul-là? Ensuite, on continue. Bon, là, le gouvernement vient dire, dans ce calcul-là, il faut venir retrancher toutes les PDTPE que tu as réclamées dans les années antérieures. La réponse est 0. Je vais vous le montrer dans l'annexe, mais je vais surtout vous expliquer c'est quoi le rapport de pourquoi on parle de ça. Mais dans votre annexe de tout à l'heure, on l'avait ici, là. Donc, l'annexe de Louis, il y a une colonne qui s'appelle PDTPE, perte déductible au titre de l'entreprise. Donc, si Louis a déjà réclamé de cette mesure-là, on le verrait ici. 0, 0, on n'en voit pas. Donc, si j'avais laissé traîner des montants ici, c'est ces montants-là qu'on aurait additionnés et qu'on aurait mis en moins dans notre calcul d'aujourd'hui, de cette année. C'est quoi le rapport avec... Pourquoi
le fait d'avoir pris des PDTPE dans le passé, même si pour Louis, c'est zéro, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être une situation qui réduit ta DGC. Parce que c'est des montants qui viennent en moins, ça, dans mon calcul. Ça m'ampute mon droit à prendre la DGC. La réponse est la suivante. Votre collègue de classe, elle a bien vu tout à l'heure, puis elle m'a posé une question là-dessus. Je suis au tout début de votre sujet 5, là, avec une petite image ici. Bon, au tout début de votre sujet 5. Quand j'ai commencé le cours tout à l'heure, je vous ai dit, le gouvernement a fait une promesse aux entrepreneurs. La promesse, c'est que si tu vends tes actions à profit, on va t'exenter sur ton premier million de profit. Bien, à vrai dire, ce n'est pas ça la promesse. La promesse est pas mal plus généreuse. C'est pas un abri, on pourrait appeler ça un abri fiscal ou un allègement fiscal. Le gouvernement, ce n'est pas un allègement fiscal qui promet aux entrepreneurs. C'est trois. C'est un portefeuille de trois allègements fiscaux. La DGC, c'en est un des trois. On va les étudier les autres plus tard. Mais donc, il faut voir la DGC comme une des trois mesures qu'on a promis aux entrepreneurs. Un des trois allègements qu'on a promis. Ils sont chanceux, les entrepreneurs. On a raison de bien les traiter. L'autre mesure, c'est la PDTPE. On va l'étudier en temps et lieu. Mais je vous rappelle que si un investisseur vend des actions à perte, Louis, cette année, il vend ses actions à profit. Hein, il vient de faire un beau profit. Il avait acheté ses actions 5 000, puis il revend 400 000. Parfait, on va lui donner la DGC. Mais ça pourrait être le contraire. Un allègement, un actionnaire pourrait vendre ses actions à perte. Si tu vends tes actions à perte et que tu ne fais pas de gain, ça ne donne rien une DGC d'1 million quand tu ne fais pas de gain. Ça répond, c'est satisfaisant pour quelqu'un qui fait un gain en vendant ça. Si quelqu'un fait une perte en vendant ses actions, on va lui dessiner un autre allègement fiscal. En gros, la perte en capital va être rebaptisée perte déductible au titre de placement d'entreprise. Puis, en gros, le principal avantage, c'est qu'elle va être déductible contre toute source de revenus, cette perte-là, au lieu d'être juste déductible contre du gain. On en reparlera en temps et lieu. Pourquoi je vous parle de ça? Le gouvernement il a dit, ces deux mesures-là, là, elles sont interreliées. Je veux bien te donner deux allègements, là, même un troisième, mais parlons des deux premiers. Le gouvernement dit, je veux bien te donner deux allègements, mais je ne voudrais pas que tu t'empiffres dans les deux. En d'autres mots, si dans ta vie, tu prends du premier allègement, ça va t'amputer quand vient le temps de prendre le deuxième allègement. Puis l'inverse est vrai aussi. Si quelqu'un prenait de la DGC dans sa vie, puis qu'après, il voulait prendre de la PDTPE, ça l'amputerait. Ils sont interreliés, ces deux mesures. Dollar pour dollar. Donc, je résume, chaque dollar de PDTPE que Louis aurait pris dans sa vie viendrait l'amputer d'un montant équivalent aujourd'hui dans sa tentative de prendre la DGC. On est chanceux, ça donne zéro. Lui, Louis, les PDTPE ici, il n'en a jamais pris. Mais je vous annonce que s'il en avait pris, ça viendrait l'amputer. Donc, imaginez qu'on avait un 20 000 ici. Bien, ça serait 20 ici. Ça aurait comme conséquence qu'on mettrait moins 20 000 ici. Puis ça serait moins 20 000 de DGC cette année. Troisième élément, les PNCP. Ça, c'est une nouvelle notion, perte nette cumulative sur placement. Le montant vous était donné, 4 000, parce que je voulais pas qu'on passe trop de temps là-dessus, là, mais je vais quand même prendre le temps de vous l'expliquer. On l'avait à la suivante ici. Calcul des PNCP au 31 décembre. Donc, le calcul il est tout fait au complet. Donc, c'est 368 moins 364. Ça donne des PNCP de 4 000 $. Et ça, encore une fois, ça réduit ta DGC de 4 000 $. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais aller vous le montrer dans le volume. Des PNCP de 4 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire? M'arrêter, c'est des questions. Hein. Je ne dis pas que je ne me demande pas, là, mais je sais que j'espère que vous allez m'arrêter. C'était le PNCP, où es-tu? Ici, à la page 263. Ici. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'on cherche à trouver avec ce calcul-là? C'est un calcul, c'est un historique.
C'est un historique de toutes les activités de placement que Louis a fait dans sa vie. D'accord? Puis on va comparer toutes les pertes de placement que Louis a déclarées dans sa vie, dans ses rapports d'impôt. Puis on va comparer ça à tous les revenus de placement qu'il a déclarés par rapport à l'impôt. D'accord? Puis le calcul était déjà fait. Donc, pour Louis, donc, en gros, là, on va aller scruter tous les rapports d'impôt des années antérieures. C'est pour ça qu'on a une annexe qui nous aide à faire ce suivi-là. Puis, d'une part, on va aller chercher dans les rapports d'impôt de Louis toutes les activités de placement pour lesquelles il a subi des pertes, qu'il a déduit dans son rapport d'impôt. Ce montant-là, pour Louis, ça donnait je vais juste mettre le bon chiffre, là. Les pertes de placement, ça donnait 368 240. Ensuite, on va aller voir, sur une base historique, tous les revenus de placement que Louis a déclarés à l'impôt. La réponse, c'est 364 242. Avoir des PNCP, là, ça veut dire qu'on est loser. Ça veut dire qu'on est un investisseur loser. Quand on fait le calcul sur une base historique, la démonstration est faite qu'on a fait plus de pertes qu'on a fait de revenus. Qu'on a déclaré plus de pertes à l'impôt qu'on a déclaré de revenus. C'est ça, avoir des PNCP. C'est être un loser. Un placement, un investisseur qui est perdant. Et le gouvernement, dans ce cas-ci, là, ce que le gouvernement te dit, c'est la DGC, c'est un méchant beau cadeau qu'on vous donne. Le gouvernement dit ça, là, je suis prêt à le donner aux entrepreneurs. Mais toi, Louis, il y a une situation qui m'agace. C'est que moi, Louis, là, j'ai jamais fait d'argent avec toi. Moi, je suis l'impôt, là. Je parle à Louis. J'ai jamais fait d'argent avec toi puis tes placements, Louis. Parce que sur une base historique, tu as déclaré plus de pertes que de revenus. Je n'ai pas fait une maudite scène d'impôt avec toi et tes placements. Et aujourd'hui, je pourrais me reprendre, moi, l'impôt, parce que tu fais un gain en vendant tes actions. Ben non, tu me brandis la DGC, puis encore, tu ne paieras pas d'impôt. C'est pour ça que le gouvernement dit que avant de donner la DGC à quelqu'un, là, on va aller vérifier si c'est un perdant. Puis si c'est un perdant, le montant négatif qu'il a dans son historique, on va lui amputer ça dans sa DGC. C'est pas vrai qu'on va donner de la DGC à quelqu'un qui a 4 000 de pertes. Ou on va l'enlever, ce 4 000-là, dans le calcul de la DGC. Donc là, pourquoi du moins 4 000? Il est chanceux, lui, il en reste quand même pas mal. Vous comprenez que quelqu'un pourrait avoir un historique ici pas mal plus gros, là. Si tu avais des PNCP de 150 000 imagine, 150 000 de PNCP, ça fait mal ici, là. On mettrait ici 150 000 en moins. Ça fait que tu perds quasiment toute ta DGC. C'est majeur. Il faut le garder en tête, ça, quand on fait de la planification. Puis, il faut voir moi, je verrais avec Louis, là, je ferais ses PNCP, puis peut-être que j'essaierais de faire des planifications avec lui pour l'aider s'il était dans une situation dramatique. 4 000, c'est pas trop dramatique. Donc, le pourquoi du 193. Est-ce qu'il y a des questions sur le calcul? Donc, je vous rappelle, ça, c'est son gain. Il y avait des petits indices pour le calculer, mais vous ne devriez pas être mêlé à calculer un gain, là. Prix de vente moins le coût fois 50 c'est assez standard. On enlève le cumul des PD-TPE, puis on enlève l'état du compte PN, le solde de ton historique de PNCP à la fin de l'année. Regardez, moi, je vais juste vous montrer la conclusion qui est quand même assez intéressante. Je vous ai dit au début du cours que Louis, c'était un client à nous, à vous et à moi. On est des fiscalistes. Puis Louis, on l'a accompagné toute sa vie. Puis on lui a dit, Louis, n'oublie pas, quand tu vas vendre des actions, tu accompagné avec ta femme, tu es accompagné de vente de linge. C'est quoi le nom? Poly quelque chose? J'oublie le nom. Peu importe. On lui avait dit, hein, quand tu vas vendre tes actions, là, t'inquiète, le gouvernement t'a promis
un allègement fiscal. On n'arrêtait pas de lui dire ça, là. T'inquiète, Louis était stressé. Hey, je vais vendre mes actions bientôt. Ça me stresse. Stresse pas, Louis. Le gouvernement a désigné pour toi une exemption de gain capital. Tu n'en paieras pas d'impôt. C'est ça qu'on lui dit depuis 10 ans. Regardez les résultats. Lui, Louis, là, en déclarant 197 000 de gains, il s'attendait à avoir droit à 197 000 de DGC, puis à payer zéro impôt. C'est ça qu'on y vend depuis 15 ans, là, comme idée. Où le bas blesse, nos calculs, ils sont bons. Mais en conclusion, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a 3 éléments qui peuvent te faire perdre la DGC. C'est ça qu'on n'avait pas dit à Louis. Vous les connaissez, les 3 éléments. Le premier, est-ce que tu en as pris dans le passé? C'est sûr que si tu en as pris beaucoup de ton exonération à vie, il t'en reste moins cette année. Deuxième élément qui t'en fait perdre, tes PDTPE cumulatives. Si tu avais eu des PDTPE cumulatives, ça te fait perdre ta DGC. Troisième élément, tes PNC. Donc, j'aurais dû mieux nuancer mon message à Louis. J'aurais dû lui dire, quand tu vas vendre tes actions, on va faire certains calculs, puis ça se peut qu'une partie de ton gain soit admissible à l'exemption, fonction de ces 3 éléments-là qui nous font perdre de la DGC. Je vais les mettre en rouge, ici. Lui, lui, puis lui. Donc, avoir des PDTPE. Avoir subi des PDTPE dans le passé ou avoir pris de cet allègement-là dans le passé, ça te fait perdre la DGC. Avoir un sol négatif comme investisseur, ça te fait perdre la DGC. Avoir pris de la DGC dans le passé, ça te fait perdre la DGC. C'est les 3 contextes qui font perdre la DGC à quelqu'un dans une année. C'est good? Excellent. Vous allez avoir la chance de mettre ça en pratique, bien sûr, dans vos problèmes de l'abus de client en fiscalité. Les problèmes vont être un petit peu plus difficiles parce qu'il y a des raccourcis qui ont été pris aujourd'hui. Une PNCP de 4 000 déjà calculée, ce ne sera pas ça à l'examen. Il va falloir que tu la calcules, ta PNCP. Tu vas avoir des données pour faire ce genre de calcul-là. Donc, pratiquez-vous, c'est important. Le problème d'aujourd'hui, il était léger. Il était très léger. Il y avait des raccourcis qu'on n'aura pas à l'examen. C'est bon? On n'a pas fini. On n'a pas fini. Il faut que je parle d'un autre sujet. Un dernier sujet dont je l'avais dit, là, dont je l'avais parlé. Euh, OK, on revient sur on va aller voir le point 4. Point 4. À la page 243. L'autre sujet qui touche mon revenu imposable, c'est les banques de perte. L'idée générale derrière ça, c'est que si dans une année, tu as subi une perte, okay, puis j'ai en tête 2 pertes, perte d'entreprise puis perte en capital. Si dans une année quelconque, tu as subi une perte, puis que la perte, elle n'a aucune utilité dans ton rapport d'impôt. Parce que ton rapport d'impôt, il est à 0, tu ne payes pas d'impôt, mais ton montant négatif, là, il n'y a comme aucune utilité. Il n'est pas perdu. Car on va le mettre dans une banque, puis cette perte-là, qui n'a eu aucune utilité dans ton rapport d'impôt dans l'année où tu l'as subi, va te servir et va être déductible dans un autre rapport d'impôt. Donc, il y a une mécanique qui permet de reporter une perte subie dans une année vers un autre rapport d'impôt pour être capable de déduire cette perte-là. Parce que si on ne permettait pas le rapport, la perte serait perdue. Elle n'aurait aucune utilité en 2024, par exemple, puis elle serait perdue pour toujours. Il y en a, en gros, il y en a 2. Là. Je ne parlerai pas des pertes agricoles, des pertes agricoles restreintes non plus. C'est très, très rare. Là. On va s'entendre sur. On va parler de pertes hautes en capital, mais ça veut dire des pertes d'entreprise, si on dit les vraies choses. Des pertes d'entreprise puis des pertes en capital. Je vais commencer par vous parler des pertes hautes en capital. Ici. On peut imaginer ça là, comme un sac, comme une annexe ou un sac dans lequel tu mets toutes tes pertes, puis tu traînes ça avec toi le temps que tu les utiliseras.
C'est les deux, c'est exactement les mêmes chiffres, là. Donc, en 2024, c'est une année où j'ai subi une perte. Regardez ce qui s'est passé. Euh, j'ai gagné un petit salaire, j'ai fait un petit peu de gain en capital, mais surtout, j'ai perdu 80 000 avec mon restaurant. D'accord? Je mets une perte non agricole, parce que je ne veux pas qu'on parle des pertes agricoles. Là, fait que ça peut être n'importe quel commerce en autant que ça ne soit pas agricole. Mettons que j'ai un restaurant, une pizzeria. Ça a très mal été cette année. J'ai un chiffre d'affaires de 200 000, puis j'ai 280 000 de dépenses. J'ai plus de dépenses que j'ai de revenus. C'était horrible. J'ai eu plein de réparations à faire, c'était l'enfer. Donc, mon rapport d'impôt, si on regarde à quoi ça ressemble, euh, un salaire, un gain, mais surtout un moins 80 000 ici. Donc, 50 moins 80, mon revenu il est de zéro. D'accord? Donc, c'est vraiment là, c'est comme si ici, ce 50 000 $-là, il a été épongé par une partie de la perte. Mais il y a un 30 000 de perte qui ne sert à rien. Est-ce que vous le voyez? Il y a un 50 000 de perte qui annule ça, mais il y a le reste. Il y a un 30 000 de perte qui ne sert à rien. Et si on ne faisait pas le suivi, ça serait perdu. C'est ce qu'on veut pas. Donc, ton 30 000 de perte qui ne sert à rien cette année, il n'est pas perdu, il s'en va en banque. Il s'en va dans une grosse banque qu'on appelle la banque des pertes hautes en capital. Est-ce que vous connaissez la période de report? À partir de l'année où une perte rentre dans cette banque-là, je peux l'envoyer sur des rapports d'impôt, moins 3 plus 20 ans. Vous avez vu ça dans vos lectures? Donc, si je suis en 2024 et que je mets une perte dans la banque, ça veut dire que cette perte-là, je peux la mettre dans mon rapport d'impôt 2023, 2022 ou 2021. Je peux réouvrir un de mes trois derniers rapports d'impôt déjà soumis, puis aller y mettre en déduction cette perte-là qui vient d'apparaître. Oui, ça se peut ouvrir un rapport d'impôt déjà soumis. Il y a une annexe qu'on envoie au gouvernement, puis il va faire les changements dans le rapport d'impôt, même s'il a déjà été envoyé. Ou sinon, on peut le garder pour 20 ans. Donc, 2024, je pourrais l'utiliser dans mon rapport d'impôt jusqu'en 2044, c'est ça? En 2044, quel âge je vais avoir en 2044? Je ne sais pas. 2044, c'est dans 20 ans. Donc, c'est le dernier rapport d'impôt. Après 20 ans, c'est perdu. D'accord? Les statistiques montrent que les gens ne perdent pas leur perte. 23 ans, là, moins 3 plus 20, c'est amplement. Puis regardez ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est un rapport moins 1. Donc, je vais réouvrir mon rapport d'impôt de l'année passée, d'accord, pour aller y mettre cette perte-là. Premièrement, une perte haute en capital, c'est déductible contre n'importe quelle source de revenus. Donc, en autant que ce revenu-là ici soit positif, c'est ici là, le résultat de ma partie bleue, en autant que mon revenu, la partie bleue, soit positif, je peux accueillir et utiliser une banque de pertes. Donc, j'ai ici, là, dans mon rapport d'impôt de l'année passée, j'avais du salaire, un peu de gain capital, une cotisation REER, puis une petite perte d'entreprise. 29 plus 2, moins 1000, moins 3, un revenu positif, ici, de plus 27. Vraiment, là, j'ai un revenu positif. Donc, en réouvrant le rapport d'impôt, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma perte qui est ici, puis je vais venir la déduire dans mon revenu imposable. Ça, c'est ma partie verte où on est en ce moment. Ici. Est-ce que je pourrais prendre le 30 000 au complet puis le déduire ici? D'après vous. J'ai 30 000 dans ma banque, là. Est-ce que je pourrais en prendre 30 000? D'après vous? Non, j'ai 27 000 de revenus. Ça va retomber encore négatif, ça ne donnera rien. Donc, le plus que tu peux prendre, si tu veux, ce serait de prendre 27 300 puis faire chuter ton revenu imposable à zéro. Vous êtes d'accord avec ça? Excellent. Mais ce n'est pas une bonne idée de faire ça. OK? La meilleure stratégie, c'est de ne jamais abaisser le revenu imposable en bas de 15 000 $. Pourquoi? Parce que dans le calcul de l'impôt, on va le voir dans le sujet 7, le premier crédit d'impôt qui est offert à tout le monde, c'est le crédit d'impôt personnel de base. Puis le rôle de ce crédit-là, le crédit de base, personnel de base, c'est de faire en sorte que d'annuler l'impôt sur le premier 15 000 de revenus imposables pour tout le monde. Donc en d'autres mots, vous ne le savez pas parce qu'on n'est pas rentré dans le sujet 7, mais faites-moi confiance. Donc, en conclusion, tout le monde
qui arrive dans le calcul de l'impôt avec un revenu imposable de 15 000 ou moins est assuré de ne pas payer d'impôt. Donc, c'est inutile d'abaisser ton revenu imposable en bas de 15 000. Tu peux le laisser à 15 000 que ça ne te coûtera pas d'impôt. C'est une meilleure stratégie. Sinon, tu gaspilles ta banque de pertes. Si tu vides ta banque de pertes presque au complet pour ramener ça à zéro, c'est du gaspillage. Tu n'as pas besoin. Laisse-les là, prends-en juste 12 300, laisse le 17 000 restant, ça va servir pour une autre année, puis abaisse ton revenu imposable à 15 000, pas en bas de. Donc, c'est un petit peu expliqué là, ici. Revenu imposable, 15 000. Des questions par rapport à ça? Donc, je répète, donc ma perte qui est rentrée ici, on peut la rapporter moins 1, moins 2, moins 3 ou plus 20. Là, j'ai décidé de faire un rapport moins 1. Ça, c'est mon moins 1 ici, là. Moins 1 an. Et en ce moment, j'en ai pris 12 000. Donc, il en reste 17 000 qu'on pourra peut-être reporter moins 2, moins 3 ou garder pour les 20 prochaines années. On devrait être capable de la vider. OK, je vais aller vous montrer l'autre banque de pertes. Les pertes en capital. Donc, dans le même esprit, si quelqu'un dans une année fait plus de pertes en capital qu'il fait de gains en capital, il pourrait se ramasser avec un montant de pertes en capital qui ne sert à rien. Parce que je vous rappelle que quand tu fais une perte en capital, c'est seulement utilisable contre du gain. D'accord? Donc, si tu as plus de pertes que de gains, l'excédent ne servira pas. Regardez ici. Donc, en 2024, j'ai fait du salaire, du gain capital et surtout une très grosse perte. Puis là, j'ai plus de gains que de pertes. Donc, si on regarde dans mon rapport d'impôt, je m'impose sur mon salaire de 10 000, je m'impose sur mon 40 000 de gains capital imposable que je réduis avec 55 000 de pertes en capital déductible. Êtes-vous d'accord pour dire que le 55 000, il y en a 40 qui sert cette année, mais il y en a un 15 qui ne sert pas? J'ai vraiment, là, donc j'ai utilisé un 40 000 de pertes ici, mais il y a un 15 d'excédent, là, ça ne sert à rien cette année. C'est lui qui va l'en vendre. Ça va aller dans une autre banque qu'on appelle la banque des pertes en capital. C'est quoi la différence, entre autres, entre la banque des PCN puis la précédente, la banque des PAC? Il y a deux grandes différences. Il y en a qui veulent s'essayer à répondre à ma question quiz. C'est quoi la période de rapport pour les PCN? Tantôt, c'était moins 3 plus 20. Ici, moins 3 plus l'infini. PCN, c'est rapporté à moins 3 plus l'infini. Ça n'a pas d'échéance. Ça ne mourra jamais. Donc, si c'est une perte de 2024, je peux ouvrir mon rapport d'impôt 2023, 2022 ou 2021 et mettre ma perte dans ce rapport d'impôt-là, s'il y a du gain, ou la garder à l'infini. Puis je pourrais l'utiliser. La deuxième différence, c'est que c'est juste contre du gain. Tantôt, je pouvais décaisser puis utiliser ma banque de pertes contre toute source de revenus. Mais ici, bien sûr, dû à la nature de la perte, il faut absolument faire un gain capital imposable ici pour pouvoir l'utiliser. Donc, ici, je vais vous montrer un rapport de plus 1. Donc, tantôt, c'est un rapport moins 1. Ici, c'est plus 1. On est une année plus tard. On est une année plus tard. J'ai 70 000 de salaire puis 30 000 de gains dans cette année-là. Donc, je peux, dans ma partie verte ici, venir déduire un montant de PCN. Je peux juste en prendre 30 000, par exemple. Je ne peux pas annuler le 100 000 au complet. 30 000, ça. Autre particularité, quand tu subis une perte dans une année et que tu ne l'utilises pas, tu vas la mettre dans une banque. Donc, le montant qui va rentrer dans la banque, c'est un montant de perte fractionné. Toutes les pertes en capital sont fractionnées. On pense par 50 vous le savez. Mais est-ce que ça a toujours été 50 Non. Là, je vais aller vous montrer l'historique. Regardez ici. Ça, c'est l'historique de la façon qu'on impose le gain capital et les pertes en capital depuis 72. Et vous voyez, ça a varié. Il y a une époque, ça a déjà été pas imposable.
50 ça a déjà été à 50, 66, 75. Ça a été rabaissé à 66. Puis là, c'est le fameux 50 qu'on connaît en ce moment. Pourquoi je vous montre ça? C'est que, admettons que dans ma banque de PCN ici, là, j'ai une perte en capital qui provient de l'année 1992. Ça veut dire que cette perte-là, elle a été fractionnée pas par 50 elle a été fractionnée par le taux en vigueur à cette époque-là, 75. Est-ce que vous pensez que je peux utiliser une PCN qui a été fractionnée par 75 puis la prendre cette année contre un gain qui, lui, est imposable à 50? Non, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le même taux. Donc, il faut comme faire un suivi à l'intérieur de la grande banque des PCN. Imaginez qu'il y a 3 sous-banques qui sont complètement hermétiques et qui ne se mélangent pas. Une première sous-banque dans laquelle tu vas mettre toutes les PCN qui ont été fractionnés par 50, une autre dans laquelle tu vas mettre toutes les PCN à 66 et 2 tiers, puis une autre dans laquelle tu vas mettre toutes les PCN à 75. Puis ça ne peut pas se mélanger, ça. Donc, je vais vous montrer avec mon exemple chiffré. Donc, ça va être important de garder ces fameuses banques-là. Donc, regardez ici, on apprend dans l'énoncé que j'ai déjà des PCN de 12 000 qui ont été fractionnés à 66,2 tiers, puis 40 000 fractionnés à 75. Donc, quand je regarde ma grande banque des PCN, on a nos 3 petites sous-banques ici. 1, 2, 3. Donc, la perte subie en 88, elle s'en va dans la banque, dans la sous-banque 66,2 tiers. Celle subie en 99, elle s'en va dans la banque 75 et celle subie cette année, c'est du 50 Le 12 000 est ici, le 40 000 est ici. Donc, dans ma banque des PCN, j'ai 3 pertes. Une perte de 88, une perte de 99, puis une perte de 2000X, de 2024. On va se transposer un an plus tard. Je sais que je dois utiliser 30 000 de la banque des PCN. Lesquels je vais utiliser? La loi dit les plus vieilles en premier. Tu es obligé d'aller piger dans tes PCN de 88 avant celle de 99 puis avant celle de 2024. Le problème, c'est que ça ici, ce n'est pas sur une base de 50 Le 12 000 qui est ici, là, ça, c'est issu d'un fractionnement par 66 et 2 tiers. Donc, je vais faire une règle de 3 pour trouver sa valeur équivalente sur une base de 50 C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, mon 12 000, je vais le défractionner, divisé par 66 et 2 tiers, pour le ramener sur une base de 100 puis je vais le fractionner par le taux de cette année. Donc, sa valeur équivalente sur une base de 50 c'est 9 000. Ça, je vais pouvoir l'utiliser. Même chose pour mon autre. Mon 40 000, c'est issu d'un fractionnement à 75 Je ne peux pas prendre 40 000. Donc, je dois trouver sa valeur équivalente sur une base de 50 Donc, je le défractionne, divisé par 75 je le défractionne, puis je refractionne par 50 26 000. Puis ma perte de l'année passée, elle est correcte. Elle était déjà sur une base de 50 là, ça ne demande pas de conversion, elle demeure à 15 000. Donc, le 9 000, je vais le prendre au complet ici. Le 26 000, je vais en prendre 21 000. Et de ma banque et de ma perte de l'année passée, je n'en prends pas pantoute. J'en prends 0. Donc, 9 plus 21 plus 0, ça fait le fameux 30 000 que je vais prendre l'année suivante. Donc, ça a l'air compliqué, là, tout ça, mais c'est quand même nécessaire. Si tu ne faisais pas cet exercice-là, ça ne marcherait pas. Tu prendrais des pertes fractionnées par 75 puis tu irais appliquer ça sans conversion contre du gain qui, lui, cette année, est imposable à 50 ça n'aurait pas de sens. Donc, il y a un petit exercice de conversion à faire avant d'utiliser des PC. Ça va pour ça? Good.
Euh, Reviens au début. Dernière chose que je vous dis, j'avais dit que je ne parlerais pas des pertes agricoles, puis j'en parlerai pas, mais c'est tout simplement parce que c'est exactement la même chose qu'une PAC, ça. C'est la même chose. Ça se demandait pourquoi ils en ont fait. Ils ont comme fait une banque à côté pour mettre des pertes agricoles ici. Mais c'est la banque des pertes agricoles, elle est identique au PAC. C'est une période de report -3 plus 20, puis c'est déductible contre toutes les sources de revenus. Donc, c'est complètement inutile de l'avoir mis à côté puis de lui avoir donné une autre appellation. Tu l'aurais laissé dans les PAC, que ça aurait fait la même chose parce que, je répète, c'est la même période de report, puis c'est déductible contre toute source de revenus. Je sais c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a une. À l'époque, c'était différent. Pour les PA, là, on avait une période de rapport un petit peu différente. Donc, ça justifiait qu'on en fasse une banque distincte. Puis, depuis une dizaine d'années, ils ont changé les périodes de rapport pour les rendre pareilles au PAC. Puis, là, ils auraient peut-être pu annuler tout ça, mais ils les ont laissées distinctes. Mais conclusion pour un professeur, on n'en parle pas. C'est la même chose qu'une perte aucun capital. Regardez juste ici, là. Vous vous rappelez cet exemple-là ici de perte haute en capital? J'avais dit que j'avais perdu 80 000 avec un restaurant. Ben ça, cet exemple-là, là, il est identique avec cet exemple-là ici. On va dans les pertes. Copier. Oui. Ça ici, là, c'est exactement le même problème que tout à l'heure avec ma pizzeria. C'est les mêmes chiffres, pareil. Il y a un mot qui a changé. Je sais pas si vous le voyez. Un mot. Tantôt, j'ai fait un exemple avec un restaurant. C'est pareil. Tantôt, c'était marqué perte d'entreprise non agricole. J'ai remplacé par agricole. Tout le reste du problème est pareil. Je ne le referai pas, là. C'est pareil. C'est pareil. Donc, ça ne donne rien d'en faire une banque différente. On agirait exactement de la même façon. Good. S'il n'y a pas de questions, alors ça me fait ce que j'avais à voir avec vous pour le sujet 6, nos deux gros sujets.